Bonjour et bienvenue à l'épreuve orale du DELF B2. Vous allez regarder une candidate passer les deux parties de l'épreuve, comme le jour de l'examen. L'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment se passe l'examen et de vous donner les meilleurs conseils pour réussir. Commençons. Bonjour et bienvenue à l'épreuve orale du DELF B2. Nous sommes les examinatrices qui allons vous faire passer l'épreuve. L'épreuve dure entre 15 et 20 minutes et elle comprend deux parties. Dans un premier temps, vous dégagerez le problème soulevé par le document que vous avez choisi et préparé tout à l'heure et vous présenterez votre opinion sur le sujet de façon claire et argumentée. Et dans un deuxième temps, je vous poserai quelques questions pour avoir des précisions et pour débattre sur le sujet. Ça va? Ça va, tout va bien. Oui, c'est bon. D'accord. Surtout, n'hésitez pas à me faire répéter ou reformuler si vous n'avez pas compris une question. D'accord, merci. Et pendant la passation, nous prendrons quelques notes. Ok. Voilà. Ok. Dans la première partie, qui dure entre 5 et 7 minutes, votre objectif est de présenter votre point de vue sur un sujet de manière claire et argumentée. Pour cela, il vous faut avant tout présenter le thème abordé dans l'article support et en dégager la problématique. Dans votre introduction, vous présenterez le document en mentionnant sa nature et sa source, vous annoncerez le thème, vous dégagerez la problématique et vous terminerez en annonçant le plan que vous suivrez pour développer votre point de vue. L'examinateur évaluera votre capacité à développer des arguments illustrés d'exemples pertinents et à marquer clairement les relations entre les idées à l'aide de transitions et de connecteurs logiques. Bonjour, je vais vous parler à propos du sujet 1, le sujet que j'ai choisi. C'est un article qui a été publié sur France Éducation Internationale par la Croix. Et le sujet de cet article est « Est-ce que l'école demande-t-elle trop aux parents ?» Ça, c'est déjà le titre de l'article. On peut déjà se poser cette question. Bon, je vais vous donner des arguments qui sont contre ce titre, selon mon avis. Comme vous venez de le voir, la candidate a introduit son exposé en mentionnant la nature du document, sa source et le thème abordé. Mais l'ensemble manque de précision. La source donnée n'est pas la bonne et la candidate reformule maladroitement le titre pour annoncer le thème. Est-ce que l'école demande-t-elle trop aux parents ? De plus, la candidate semble confondre la question posée dans le titre avec la problématique. Enfin, le plan annoncé ne traite qu'un aspect de la question. Je vais vous donner des arguments qui sont contre ce titre. Le titre peut donner une indication sur le thème, mais pas toujours. Veillez donc à bien lire l'ensemble de l'article pour formuler le thème avec précision. De même, le titre peut correspondre à la problématique, mais pas toujours. Analysez le document pour formuler la problématique. Souvenez-vous, la problématique est une question dont la réponse ne se limite pas à oui ou non. Quant au plan, il est généralement composé de 2 ou 3 parties. Il en existe différents types, le plan thématique, le plan dialectique et le plan analytique. Pour ce sujet, un plan en 3 parties conviendrait très bien, avec en première partie le rôle des parents dans l'éducation scolaire de leurs enfants, puis en deuxième partie le rôle des enseignants et en troisième partie l'idée d'une collaboration nécessaire entre parents et enseignants. En ce qui me concerne, je ne crois pas que l'école demande-t-elle trop aux parents. Je crois que l'école, elle demande le minimum que les parents ils doivent faire. Ils doivent surveiller pour l'éducation de ses enfants, ils doivent aider parfois à faire les devoirs, être impliqués avec l'éducation de ses enfants, de ses fils, les filles, les garçons, les filles.
Puis il y a une controverse. Il y a plusieurs parents qui sont souvent fatigués de faire le rôle de professeur parce qu'ils disent que les professeurs, ils ne font pas assez dans les écoles. C'est le rôle des professeurs de diffuser la matière, d'enseigner, d'aider avec les devoirs, de revoir les concepts et tout ça. Ils se plaignent souvent qu'ils n'ont pas de temps pour aider ces enfants avec les devoirs de l'école. Puis, il y a cette question vice-versa. Il y a également les professeurs qui se plaignent des parents qui ne sont pas impliqués avec l'éducation, avec le développement personnel, la réussite scolaire de ces enfants. Puis, selon moi, je crois que c'est tout à fait normal d'être impliqué en tant que parent. Je crois que les parents, ils doivent avoir de la patience pour aider ces enfants s'ils n'ont pas compris les choses qui ont été exposées à l'école. Et le rôle du professeur, c'est d'enseigner, c'est de diffuser les informations, de transmettre la connaissance. Pour que ça marche bien, il faut que les deux ils soient dans un équilibre. Il faut que les deux ils aient une participation égale. Les parents et les professeurs également. Il faut que les parents ils poussent les enfants à avoir de l'intérêt. Comme ça, le cours il n'est pas dérangé. Les élèves ils sont tranquilles, ils sont attentionnés, ils sont calmes, ils font de l'attention, ils ne dérangent pas le professeur. Le professeur il ne doit pas faire le rôle de policier. Et comme ça marche avec fluidité le cours. La candidate ici expose son point de vue. Elle utilise des expressions d'opinion telles que « je crois que »,« je ne crois pas que » et « selon moi », mais celle-ci manque de variété. De façon générale, l'argumentation aurait pu être plus développée et surtout illustrée d'exemples précis. La candidate aurait pu expliquer plus précisément comment les parents peuvent aider les enfants dans leur travail scolaire et donner des exemples concrets. Elle aborde la position des parents qui se plaignent du désengagement des enseignants et la position des enseignants qui se plaignent du manque d'implication des parents. Mais le passage est confus et on ne comprend pas bien l'enchaînement avec la suite du raisonnement. Si la présentation reste cohérente, elle manque toutefois de cohésion. La candidate n'utilise aucun connecteur et ne propose aucune transition entre ses idées. Or, il est indispensable d'articuler votre discours en utilisant des connecteurs logiques, variés, représentatifs du niveau B2. L'examinateur sera particulièrement attentif à l'organisation de votre discours. Je peux conclure que si les parents ils prenaient 20 minutes, 30 minutes par jour pour se consacrer à la vie scolaire des enfants, à faire les devoirs, à revoir, ça serait très très productif pour la réussite scolaire de ces enfants, ces ados. Et ça donnerait des bons résultats. Puis c'est tout, c'est mon avis. La candidate formule une conclusion, mais celle-ci est trop brève et ne propose pas d'ouverture pour inviter au débat. Soignez la conclusion de votre exposé, car c'est la dernière impression que vous donnez à l'examinateur. Reprenez les idées principales de chaque partie pour répondre à la problématique annoncée en introduction et proposez une piste pour prolonger ou ouvrir la réflexion. Vous avez sans doute remarqué que l'exposé ne dure que 3 minutes 50. Si la candidate avait ajouté quelques arguments et une conclusion bien organisée, elle aurait pu parler pendant les 5 minutes minimum demandées. Lors de la deuxième partie, l'examinatrice en tiendra compte en demandant à la candidate de préciser davantage ses arguments.
Dans la deuxième partie, l'examinateur va vous poser des questions pour obtenir des précisions sur ce que vous venez de dire et pour tester votre capacité à défendre votre position. Vos objectifs sont donc de préciser et de nuancer vos propos en reformulant un argument et en donnant des exemples précis et pertinents. Vous devrez montrer votre capacité à réagir aux questions et contre-arguments de l'examinateur. Écoutons des extraits de la deuxième partie, le débat. Alors, d'après vous, les parents doivent s'impliquer dans l'éducation des enfants? Exactement, c'est tout à fait ça. D'accord. Est-ce que vous pourriez préciser la façon dont ils doivent s'impliquer? Vous avez dit qu'ils devaient avoir de la patience, qu'ils devaient pousser leurs enfants à avoir de l'intérêt et les aider à faire les devoirs. Est-ce que vous pourriez peut-être préciser comment? Ok. Eh bien, souvent, il y a des enfants qui ne comprennent pas ce que le professeur a dit et qui parfois n'osent pas poser des questions. Puis ils arrivent à la maison, ils demandent aux parents et parfois les parents ils sont débordés avec le travail, avec la routine. Ils n'ont pas la patience ni le temps. Puis je crois que c'est bon, c'est bien que les parents ils aient de la patience pour les expliquer, pour refaire, pour chercher sur l'Internet ou avec les bouquins et essayer d'expliquer aux enfants et essayer de les convaincre à poser des questions, aller dans les réunions scolaires, je pense que c'est une bonne chose, avoir du contact avec les professeurs. Pourquoi? Pour savoir qui sont ces gens qui enseignent ces enfants, qui sont ceux qui guident les enfants à l'acquisition de la connaissance et savoir ce que les enfants ils apprennent à l'école. Et si c'est enseigné d'une bonne façon, d'une mauvaise façon, peut-être que les parents ils peuvent dire vous pouvez renforcer ce sujet pour les enfants. Ça c'est important de revoir ce thème pour l'histoire, pour la politique par exemple. Et je crois qu'il y a un pays qui progresse, c'est un pays dont l'éducation elle est importante, elle est prise vraiment en charge avec les parents également. Quand je vous entends, j'ai l'impression qu'on attend beaucoup quand même des parents. Est-ce que vous pensez que tous les parents peuvent s'impliquer de la façon dont vous le décrivez? Je crois que tous les parents ils ne peuvent pas s'impliquer de cette façon. Il y a plusieurs raisons, plusieurs motifs. Soit ils n'ont pas le temps, soit ils manquent de connaissances, parce que parfois il y a des parents qui n'ont pas fait des études. Puis, par exemple, si mon père il est boulanger, il fait des travaux manuels, il n'est pas bien en maths. Il n'a toujours été bien en maths. Du coup, il ne va pas pouvoir m'aider. C'est un exemple. Mais il ne pourra peut-être pas vous aider à résoudre un problème, un exercice de mathématiques, mais il va peut-être, comme vous l'avez dit tout à l'heure, montrer de l'intérêt pour ce que vous faites et peut-être... Exactement. Mais la façon dont il peut m'aider, c'est de me pousser à chercher les résolutions, à avoir l'intérêt et ne pas laisser comme ça, ne pas laisser de côté et continuer, persister avec les études. C'est une façon que les parents ils peuvent aider les enfants comme ça. Comme vous le constatez, la candidate répond aux questions de façon spontanée et avec une certaine aisance. L'interaction se déroule de façon naturelle, sans tension. Elle peut apporter des précisions, comme lorsque l'examinatrice lui demande comment les parents doivent s'impliquer dans l'éducation de leurs enfants. En revanche, elle ne parvient pas toujours à nuancer ses propos et défendre sa position. Quand l'examinatrice lui demande si tous les parents peuvent s'impliquer de la même manière, la candidate répond que ce n'est pas le cas en donnant l'exemple d'un père boulanger qui ne peut pas aider son enfant en mathématiques. Cela revient à dire que certains parents ne peuvent pas s'impliquer dans l'éducation de leurs enfants.
alors que le contraire avait été soutenu au début. L'examinatrice souligne implicitement cette contradiction pour permettre à la candidate de nuancer ses propos. Ce qu'elle fait en disant que le père boulanger pourra aider son enfant de façon différente. Cependant, la candidate ne se montre pas déstabilisée et l'échange se poursuit naturellement. Comme elle, soyez bien dans l'interaction avec l'examinateur. Montrez-lui que vous comprenez les questions, répondez-y avec calme, restez bien concentré pour écouter les questions qu'il vous pose. L'examinateur est là pour vous faire préciser les éléments que vous n'avez pas suffisamment développés ou pour aller plus loin dans votre réflexion. Regardons maintenant un autre extrait de cette partie exercice en interaction. Vous avez parlé de manque de temps. Alors, ce n'est pas tout à fait le manque de temps, mais dans le texte, il y a le témoignage d'un parent d'élève qui explique qu'il a l'impression qu'avec le temps, on demande de plus en plus d'implication aux parents. Est-ce que vous comprenez son discours ? S'il compare son rôle de parent avec le rôle qu'avaient ses parents, hein. Il a l'impression qu'on lui demande plus à lui qu'on en a demandé à ses parents. Oui. Est-ce que vous pouvez comprendre cette position et pourquoi avoir cette impression ? Eh bien, je comprends sa position. Je vois bien ce qu'il veut dire. Il dit que ses parents, ils s'occupaient d'une façon différente qu'ils s'occupent aujourd'hui de ses enfants envers l'école. Puis, je crois également que les rôles ont changé. C'est-à-dire ? Le rôle des parents ont changé, le rôle des professeurs ont changé, les matières ont changé, la société a changé. Tout ce qu'on apprend aujourd'hui, on enseigne à l'école, c'est différent de ce qu'ils enseignaient à 50 ans, par exemple. Et aujourd'hui, il faut évaluer également que nous vivons dans une société qui a l'accès à l'informatique, à la technologie. On a l'accès à la connaissance beaucoup plus facilement qu'avant. Puis, même si nous avons cet accès, il faut que les parents ils surveillent quand même, parce qu'il y a quand même pas mal d'informations qui ne sont pas correctes sur Internet, sur les réseaux. Tout ça, aujourd'hui, les parents ils jouent un rôle beaucoup plus impactant à la vie des enfants qu'avant. C'est différent, la couture, les coutumes ont changé, tout a changé. Dans cet extrait, l'examinatrice s'appuie sur l'article pour demander l'avis de la candidate à propos d'un point qu'elle n'a pas évoqué dans son exposé. Pour se laisser le temps de la réflexion, la candidate use de différentes stratégies. Elle répète une même idée « Je comprends sa position, je vois bien ce qu'il veut dire », puis paraphrase le passage de l'article auquel il est fait référence. Elle répond à la question de l'examinatrice en développant ses propos, mais elle aurait pu aller plus loin en expliquant par exemple que les parents doivent être plus présents qu'avant dans l'éducation de leurs enfants et que ceux qui s'impliquent peu soulèvent les plaintes des enseignants. D'accord. Et si les parents jouaient le rôle de professeur, est-ce que ça fonctionnerait ? Si les parents, par exemple, ils enseignaient à la maison? Oui, ou des parents qui ne seraient pas d'accord avec la méthode utilisée par l'enseignant et qui appliqueraient une autre méthode pour expliquer une leçon à l'enfant. Voilà. Est-ce que le dialogue entre l'enseignant et le parent serait de meilleure qualité? Eh bien, c'est un sujet délicat. Je pense que les parents ils peuvent enseigner un peu à la maison, mais dès que tu as un enfant à l'école, qu'il fréquente l'école, je crois que tu fais confiance aux professeurs et la façon dont ils enseignent.
finalement, la coéducation fonctionnerait si, avec un dialogue régulier, c'est ça, hein, voilà, par exemple, oui. Entre les parents et les enseignants, mais il faut que chaque acteur reste dans sa sphère. C'est tout à fait ça, je défends ce point de vue et je crois que ça marche très bien puisque la morale, la politesse, l'incentive à acquérir la connaissance vient de la maison et puis la connaissance en soi-même, la matière vient de l'école. Et les deux, ils marchent en harmonie, en équilibre, les deux ensemble. Merci beaucoup. L'épreuve est terminée, alors je vais ramasser les brouillons et le sujet, s'il vous plaît. Voilà, merci. La candidate demande à l'examinatrice de reformuler la question et la reformule à son tour pour s'assurer qu'elle l'a bien comprise. N'hésitez surtout pas à le faire vous aussi si vous ne comprenez pas une question. Puis la candidate, avec l'expression « Eh bien, c'est un sujet délicat », montre de l'intérêt pour la question tout en gagnant du temps pour répondre. Elle conclut cette partie en interaction en affirmant que les deux sphères, privée et scolaire, marchent en harmonie. Les deux sont en équilibre. Pour cette partie, exercice en interaction, nous avons senti quelques difficultés de la part de la candidate à préciser ses propos, à trouver de nouveaux arguments et à les organiser. Les idées s'enchaînent parfois maladroitement et l'on regrette le manque de connecteurs qui apporterait de la cohésion dans le discours. N'hésitez pas à écrire sur votre brouillon, lorsque vous préparez votre exposé, une liste d'expressions variées pour donner son opinion ou réagir aux propos de l'examinateur, ainsi que des connecteurs pour bien relier vos idées. D'un point de vue linguistique, le candidat B2 doit faire preuve d'un bon contrôle grammatical, posséder un vocabulaire suffisamment varié pour pouvoir s'exprimer sur le thème sans être limité et l'utiliser de façon appropriée. La prononciation et l'intonation doivent être claires et naturelles. Notre candidate utilise un certain nombre de phrases complexes de façon correcte. Les modes et les temps sont variés et bien utilisés. On notera cependant quelques erreurs. Le vocabulaire est assez riche et utilisé correctement, malgré des répétitions, par exemple pour les expressions de l'opinion, et quelques imprécisions avec le pronom « ça ». Attention, rappelez-vous, en français, on ne double pas systématiquement le sujet. On dit par exemple « l'école demande le minimum » et non « l'école, elle, demande le minimum ». Les élèves sont calmes et non « les élèves, ils sont calmes ». Et attention, on dit bien « le professeur se plaint » et « les professeurs se plaignent » au pluriel. « Il n'est pas fort en maths » au lieu de « il n'est pas bien en maths ». Les enfants sont attentifs. Dans ce contexte, on n'utilisera pas « les enfants sont attentionnés ». La vie scolaire au lieu de la vie scolaire. Maintenant, vous savez comment se passe l'épreuve orale. Il ne vous reste plus qu'à suivre ces conseils pour réussir votre examen. Bonne chance!